Hello. Euh, Est-ce que la fin de la judaïté au Liban euh, présage peut-être euh, la fin du Liban? Parlons des origines. Commençons par les origines. Les origines de la communauté juive du Liban remontent aux temps les plus reculés de l'histoire. Pour faire très vite, disons que ce sont des origines qui datent de la période biblique, ce qui veut dire qu'il y eut juifs, judaïté et judaïsme au Liban bien avant qu'il y ait eu quoi que ce soit ou qui que ce soit d'autre au pays, donc bien avant qu'il y ait eu chrétiens, musulmans, arabes, etc. Déjà en 1936, lors d'une visite du patriarche maronite à la communauté, le président du conseil communal israélite de Beyrouth prononça un discours dans lequel il insista sur la, et je cite, la prédilection marquée qu'ont eue les Juifs depuis toujours pour ce beau pays Liban. Même Moïse, dit-il, arrivé au seuil de la terre promise et sollicitant de Dieu la faveur d'y pénétrer, souhaitant également pouvoir jouir du charme du Liban. Plus tard, l'entente cordiale qui régna entre Salomon et le roi de Phénicie fit que c'est à des artistes phéniciens que fut confiée la décoration du temple de Jérusalem, dont les précieux cèdres du Liban fournirent les boiseries. Ce n'est pas de nos jours seulement que les Juifs de la Palestine ont été attirés vers les merveilleux sites du Liban et la douceur incomparable de son climat. C'est toujours la citation là. Déjà nos poètes bibliques ne trouvent pas de meilleures épithètes pour célébrer la suavité d'une belle nature que de la comparer au parfum qui se dégage du Liban. Nous, Juifs, puisons ainsi dans nos traditions séculaires l'amour de ce pays et notre attachement est d'autant plus sincère que solide. Fin de citation. Mais ceci est une page de l'histoire que le Liban de nos jours semble avoir tournée. Néanmoins, ne comptant plus aujourd'hui qu'une dizaine de personnes, les Juifs libanais constituaient dans les années 40 et 50 une considérable communauté de 25 000 personnes sur un total d'environ 1,5 million d'habitants au sein d'une mosaïque libanaise de 18 communautés dites confessionnelles, donc 18 groupes ethniques dans le sens sociologique du terme. Ceci fit du Liban dans un premier temps une véritable Suisse du Proche-Orient, une confédération de minorités ethniques où les Arabes et les musulmans eux-mêmes, descendants d'un peuple allogène, conquérant, étaient une minorité parmi d'autres et où les Juifs libanais étaient en mesure de concurrencer sur un pied d'égalité les membres des autres communautés, dont les communautés musulmanes, ce qui était du jamais vu autant pour des Juifs que pour des chrétiens en soi-disant terre d'islam. Dans ce contexte, la majorité chrétienne du Liban, qui jusqu'aux années 70 tenait les véritables rênes du pouvoir et qui se réclamait de souche phénicienne et donc non arabe, ne se sentait guère solidaire de ses voisins arabes qu'elle se gardait de suivre jusque dans leur folie du conflit arabo-israélien. Les chrétiens libanais, les maronites en particulier, prêchaient donc ouverture et modération, voire neutralité dans leurs rapports régionaux, en d'autres termes, il prêchait une libanité, une sorte de circonspection, encore une fois à la Suisse, qui coïncidait avec leurs intérêts commerciaux, culturels, historiques et politiques. La force du Liban réside dans sa faiblesse, répétait souvent un député et ancien ministre maronite de cette époque, qui voulait du Liban, et je cite, une terre de liberté, une terre d'humanisme, une terre pour tous les hommes avides de liberté et non un pays chrétien, musulman ou juif. C'est dans cet esprit-là que nous avons conçu notre Liban, dit-il. Fin de citation. C'est donc dans cet esprit que la formule de la force du Liban, autrement dit sa libanité résidant dans sa faiblesse, garda ce pays en tant que république marchande, sans force militaire belliqueuse, à l'écart des guerres arabes. Tout ceci explique pourquoi le Liban n'est pas effectivement entré en guerre contre Israël. Aucune des guerres arabes contre Israël, ni en 48, ni en 67, ni en 73, ni jamais. Je suis conscient que ce propos peut sembler un peu curieux pour certains, ceci n'empêche pas qu'il est bien fondé. Donc je me permets de répéter que le Liban, en tant qu'État souverain, maître de lui-même, n'est jamais entré en guerre contre Israël. Ceci explique aussi pourquoi les Juifs libanais n'ont pas été inquiétés ni harcelés au plus fort du conflit.
Dans une note de service émise des bureaux de l'Alliance israélite universelle de Beyrouth, datant de février 1952, le président des écoles juives de Beyrouth écrivait ce qui suit, et je cite, c'est que le juif libanais est différent de celui des autres pays de l'Orient. Gâtés peut-être parce que vivant au Liban, nos coreligionnaires ici n'ont jamais souffert. Intelligents, vifs, plutôt éveillés à la culture, ils ont acquis un bien-être, une tranquillité morale et matérielle que n'ont pas eu toujours leurs frères des autres pays arabes. Quand des millions de coreligionnaires souffraient ailleurs de faim, de la misère, des oppressions, les Libanais, toujours protégés par des puissances étrangères, par l'élément chrétien en majorité dans le pays, ces Libanais se taillaient les situations les plus enviables. Cette vie, puis-je dire joyeuse, facile et opulente, sans souci, fait que nos dirigeants, on parle toujours des juifs là, ont acquis une sorte de prétention, d'orgueil, de fatuité même. Fin de citation. En fait, beaucoup de juifs syriens et irakiens qui avaient réussi à fuir leur pays d'origine après la naissance de l'État d'Israël et qui ne voulaient pas faire Aliyah, la vie des premiers Olim n'ayant pas été exactement opulente, ont trouvé refuge au Liban. Ceci presque quadrupla la démographie juive locale. On peut ainsi dire que le seul pays du Moyen-Orient, hormis Israël, qui aurait connu une croissance rapide de sa population juive suite à l'établissement de l'État d'Israël était ce Liban. Hélas, beaucoup d'extrémistes arabes des pays voisins ont eux aussi trouvé asile au Liban, ce qui va perturber l'équilibre politique ainsi que la tranquillité et la neutralité de ce pays dans les années à venir. Cela provoquera le futur exode d'une communauté juive millénaire, mais aussi l'exode des chrétiens maronites qui finiront par perdre le pouvoir dans un pays qu'ils avaient eux-mêmes fondé et sécurisé en tant que république de communauté fédérée où les juifs siégeaient en position privilégiée. Voici donc cette libanité que valorisaient les maronites et leurs alliés juifs au Liban, un mélange de groupes ethniques hétéroclites, un beau désordre, pour reprendre une formule de l'époque, qui fit du pays, dans un premier temps, une sorte d'auberge espagnole, un gîte où cohabitaient 18 peuples sur 10 450 km², donc à peine 2 départements français, dans une diversité cordiale, faisant modèle dans un voisinage pas forcément prisé pour sa tolérance. L'académicien franco-libanais Amin Malouf avoua que cette libanité était, je cite, une expression qui faisait sourire les ignorants et grincer des dents les tenants des barbaries triomphantes, les adeptes des tribus arrogantes qui s'affrontent au nom du Dieu unique et ne connaissent pas de pires adversaires que nos identités subtiles. Fin de citation. Les Libanais de cette génération Malouf, dont de nombreux juifs, ont fièrement défendu ces nobles idéaux de diversité libaniste et de multiculturalisme illuminé. Ils se proclamaient rejetons éclairés de Voltaire, de Camus, des disciples de modernité, de fraternité, de libéralisme effréné. Mais la guerre était imminente. C'est ce qu'avoua Malouf, et il écrit au début des années 70, je cite, elle rampait vers nous, on ne pouvait plus l'arrêter, on pouvait tout juste s'enfuir. Notre pays, au mécanisme fragile, prenait l'eau. Il commençait à se détraquer. Il était difficilement réparable. Le premier de mes amis à s'en aller fut Naïm, avec toute sa famille, son père, sa mère, ses 2 sœurs, sa grand-mère. Ce n'étaient pas les derniers juifs du pays, mais ils faisaient partie de l'infime minorité qui jusque-là avait voulu rester. Les années 50 et 60 avaient connu une hémorragie sourde, goutte à goutte, sans tapage. La communauté avait fondu. Certains étaient partis pour Israël via Paris, Istanbul, Athènes ou Nicosie. D'autres avaient choisi de s'établir au Canada, aux États-Unis, en Angleterre ou en France. Naïm et sa famille avaient opté pour le Brésil, mais relativement tard, en 73. Fin de citation. Bien que présentée ici sous forme de récit conté, cette chronique de Malouf est l'histoire d'une vraie vie vécue. Ses protagonistes sont plutôt factuels que fictifs, puisés dans un passé de rêves, d'espoir et de regrets. Et voilà comment une communauté libanaise plusieurs fois millénaire viendrait à presque s'éteindre en l'espace d'une génération. Avant 1948, il y avait un peu plus de 4000 juifs au Liban sur une population d'environ 1 million d'habitants.
La plupart d'entre eux faisaient partie des classes aisées, des citadins des villes côtières, avec environ un tiers de ceux-là appartenant aux classes marchandes de la petite bourgeoisie béroutine traditionnelle, comptant musulmans sunnites, grecs orthodoxes, ainsi que quelques maronites à côté de cette minorité juive. L'attitude générale des Libanais vis-à-vis de leurs compatriotes juifs, même parmi les musulmans, était plutôt libérale. S'en penchant pour la politique, les juifs libanais ne se sont nullement désintéressés des décisions du Liban et ils exerçaient toutefois une influence considérable, participant pleinement à la vie culturelle, commerciale, intellectuelle et spirituelle du pays. Se trouvaient dans ce Liban des artistes juifs, des journalistes influents juifs, des enseignants, des musiciens, des professeurs d'université, des diplomates, des intellectuels et des membres du corps médical et judiciaire qui étaient juifs. Idem pour des membres de la petite armée libanaise ainsi que de la police nationale, juifs aussi. De plus, les hauts fonctionnaires de l'État libanais représentant les autorités politiques et civiles du pays se réunissaient traditionnellement dans les principaux temples de la communauté lors des grandes fêtes traditionnelles. Euh, Ainsi, le Kippour et le premier jour de la Pessah figuraient dans la liste officielle des jours fériés du calendrier républicain de l'État libanais. Ça, c'était dans les années 30 et 40. Quoique majoritairement apolitique et misant sur le maintien de bonnes relations avec tous les groupes confessionnels du pays, les Juifs libanais avaient toutefois des relations privilégiées avec les Maronites. Leurs affinités culturelles, sociales et historiques ont voulu que Juifs et Maronites, en tant que minorité non musulmane en terre d'islam, soient étroitement liés les uns aux autres en communauté d'intérêts et de destin. Les Maronites, de leur côté, réservait une affection spéciale à l'égard des Juifs, pour ne pas dire aussi une admiration particulière pour le projet sioniste. Dans ce contexte, le patriarche maronite Antoine Arida, qui siégea à la tête de sa communauté entre 1932 et 55 et qui était affectueusement reconnu au Liban comme le patriarche des Juifs, s'est particulièrement intéressé au bien-être des Juifs libanais, tenant fermement à leur valorisation au Liban proprement dit, mais plaidant aussi et ouvertement pour la création d'un foyer national juif en Palestine correspondant à ce que le patriarche lui-même considérait comme foyer national chrétien au Liban. Dans une de ses déclamations condamnant les nationalistes arabes qui, à l'époque, s'amusaient à répandre dans les médias des tropes antisémites classiques incitant à la violence contre les juifs, le patriarche demanda aux musulmans libanais de, et je cite, petite citation, il leur demanda de ficher la paix aux juifs enfin, fin de citation. Il exhortait en même temps les autorités mandataires françaises au Liban de faire usage de toutes ressources à leur disposition afin d'installer au Liban des rescapés juifs d'Europe et de faciliter leur assimilation dans la société libanaise, faisant monter les enchères parce que c'était son caractère, son tempérament, donc il aimait faire monter les enchères, monter les températures, monter les tempéraments. Ce même patriarche s'était porté volontaire pour installer des réfugiés juifs européens sur les propriétés monastiques de l'église maronite. Il déclara en 1937 dans la grande synagogue de Beyrouth que, et je cite, les Israélites sont non seulement nos ancêtres, mais nos frères. Notre origine est la même, notre langue est presque commune, notre père est leur père, nous sommes fiers d'appartenir à une même race, nous devons tout au judaïsme, nos enseignements sont tirés de leurs lois sacrées, notre foi est similaire, nous aimons le même Dieu, nous aimons autant qu'eux Jérusalem, nous voulons sincèrement que nos relations mutuelles avec les Juifs en général, les sionistes en particulier, soient toujours fécondes et constantes. Je vais répéter cette phrase parce qu'elle est très importante. Nous voulons sincèrement que nos relations mutuelles avec les Juifs en général, les sionistes en particulier, soient toujours fécondes et constantes. Nous nous aiderons mutuellement et nous souhaitons de tout cœur que le bon Dieu délivre les Juifs opprimés des persécutions dont ils sont l'objet tant en Allemagne qu'en Palestine. Fin de citation.
Même l'archevêque de Beyrouth de cette époque, qui avait dans un premier temps reproché au patriarche de s'être ouvertement déclaré patriarche des Juifs, s'était félicité en cette occasion d'être lui-même en ce jour-là devenu l'évêque des Juifs. Prenant la parole à cette occasion au nom des Maronites et du Liban, l'archevêque de Beyrouth réitéra les lignes principales de l'allocution du patriarche, signalant que malgré les persécutions, et je cite, et grâce à leur solidarité, à leur esprit de sacrifice, à leur travail opiniâtre, à leurs idéaux, les Juifs ont transformé les coins les plus arides de la Palestine en des vergers verdoyants, élevant des cités qui font honneur au génie humain. Les Arabes de la Palestine auraient dû les aduler à ces Juifs, auraient dû les vénérer et les bénir pour ces merveilleux résultats et non les persécuter. Nous réprouvons cette attitude si ingrate des Arabes. Sa béatitude m'autorise à proclamer ici solennellement la solidarité des Libanais avec le peuple juif en général et les sionistes en particulier. Donc il reprend exactement la même phrase. Notre pays leur ouvrira largement ses portes. Maronites et Juifs pourront désormais collaborer à la prospérité du Liban et de la Palestine. Fin de citation. Encore une fois, une page de l'histoire que le Liban de nos jours semble avoir officiellement supprimée de la mémoire collective et des livres d'histoire officiels. Dans les années 50, malgré ces attitudes d'ouverture et je dirais même d'affection envers les Juifs et les sionistes entre eux, et malgré cette libanité à laquelle s'accrochait le Liban, les flammes du panarabisme radical et les ressentiments des arabistes face à la neutralité affichée de plusieurs dirigeants libanais, ce panarabisme commençait à, ou les flammes de ce panarabisme commençaient à consumer le Liban. Cette décennie coïncide avec l'établissement sur le sol libanais de quelques 300 000 réfugiés arabes, occasionnant un changement démographique alarmant qui allait encore alimenter les flammes de la politique identitaire au pays. Ceci touchera en premier lieu les Maronites et par osmose leurs protégés juifs. Des provocations et des violences à l'encontre des Juifs libanais se succèdent aussi les fustigations ouvertes de quelques politiciens et intellectuels libanais chrétiens qui restent en opposition aux tendances nationalistes arabes au Liban. Dans cette mouvance, un intellectuel et poète, Michel Chiha, publie une tribune assez musclée dans les pages du quotidien Le Jour, notant à quel point le petit État d'Israël avançait à pas de géant de par le monde, tandis que les Arabes languissaient dans de vieux ressentiments, rêvant de vengeance. Cette réprimande de Chiha était dirigée à l'encontre du nationalisme arabe, mais son objectif immédiat était aussi un gouvernement libanais affaibli, capitulant aux violations croissantes des nationalistes arabes et leur harcèlement montant des citoyens libanais qui ne partageaient pas leurs opinions. Mais la peine que se faisait Michel Chiha pour son Liban était peine perdue. L'obscurantisme contre lequel il mettait en garde les Libanais était bel et bien installé au pays. L'ouverture des Libanais sur le monde, leur bienveillance vis-à-vis de leurs compatriotes juifs, ainsi que l'admiration qu'ils avaient pour la façon dont Israël s'était acquitté de sa mission édifiant un État moderne, tout ça s'était transformé en inimité, en rancune, jalousie, méfiance et convoitise. Dans ce nouveau changement climatique à la libanaise, fini là le modèle suisse, et à l'exception du bon petit juif symbolique qui par-ci et là répudierait publiquement l'État d'Israël et sa propre judaïté, pourquoi pas, à la grande satisfaction des antisémites qui se multipliaient dans le pays, les juifs libanais avaient cessé d'exister. Il y eut même des tentatives de la part d'éléments nationalistes arabes au sein du Parlement libanais, œuvrant à légaliser la persécution des juifs libanais sous l'égide d'une soi-disant fraternité arabe. Ainsi, un député socialiste du Chouf, dans le pays druze, proposa
en février 1952 l'adoption d'un, et je cite, un régime discriminatoire visant les Juifs libanais qui, selon lui, sont les alliés naturels de l'État d'Israël et qu'il fallait prendre des mesures énergiques à l'égard des Israélites pour les empêcher d'être au sein du Liban autant d'agents au service d'Israël. Fin de citation. Il y eut aussi des tribunes dans des journaux panarabes prenant la défense de ce député et accusant certains Libanais qui, quant à eux, prenaient la défense de leurs compatriotes juifs. Il les accusait de vouloir, je cite encore, collaborer avec Israël dans le seul but de tenir l'arabisme à échec. Fin de citation. De leur côté, certaines tribunes des journaux libanistes se demandaient, et encore une petite citation, se demandaient quelle mouche, mais quelle mouche du désert aurait donc piqué ces gens-là, partant maintenant en guerre contre les Juifs du Liban. Fin de citation. Mais les jeux étaient déjà faits pour les Juifs libanais ainsi que pour un Liban libaniste, confédération de minorités, qui avait décidément perdu sa situation privilégiée de Suisse du Proche-Orient. Arrivé au début des années 60, le pays était déjà bien enlisé dans l'imbroglio guerrier auquel il avait tenté en vain de demeurer indifférent. Les Palestiniens et les radicaux panarabes devenaient de plus en plus nombreux, tant démographiquement que politiquement. Les Maronites, de leur côté, devenaient de plus en plus frileux, indécis et donc incapables de se défendre, ni de défendre un État qui était toutefois leur œuvre. Les assauts des panarabes allaient en montant. Le mot libanité devenait presque une injure, une calomnie dans le langage des nationalistes arabes. À vouloir garder le Liban à l'écart du conflit fétiche des arabistes, les Libanais chrétiens se faisaient taxer de traîtrise, traités de collaborateurs à la solde des sionistes, des agents de l'impérialisme, des arabophobes, etc. Les maronites donc cédaient et se laissaient mener par ces mouvances, ce qui va accélérer l'hémorragie sourde des Juifs qui allaient au fur et à mesure commencer à prendre le chemin de l'exil. Ainsi, le seul pays du Proche-Orient, hormis Israël, qui avait vu sa démographie juive croître après la création de l'État hébreu, se trouve aujourd'hui face à l'effacement d'un chapitre fondateur de son histoire. Effectivement, les Juifs libanais semblent avoir été rayés de l'histoire moderne du Liban. En moins de 100 ans, depuis la naissance du Liban moderne en 1920 jusqu'à sa transformation en État satellite de la Syrie à la fin du XXe siècle, et puis en satrapie iranienne dans les euh, euh, premières années ou bien les premières décennies du XXIe siècle, la communauté juive libanaise est passée durant des plus prospères, des plus gâtés, des juifs du Proche-Orient, au rang d'une curiosité muséale, un spécimen fragile d'une communauté autrefois fière, aujourd'hui à la lisière de l'oubli.